Bonjour à tous, bienvenue dans La Machine, le podcast qui permet de comprendre les rouages de la psychiatrie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Machine. Je suis aujourd'hui accompagnée de Julie pour vous présenter de nouvelles pathologies. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, je te remercie déjà d'être parmi nous pour ce nouvel épisode. Pour commencer, je voulais bien que tu te présentes et que tu nous dises quelle pathologie tu voulais parler aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Julie et j'aimerais parler du trouble borderline. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux juste nous dire ton âge aussi ? 23 ans. Très bien. Ok, donc Julie, 23 ans, tu veux nous parler du trouble borderline. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, nous dire à quel moment tu as été diagnostiquée, à quel moment ce parcours il a commencé pour toi ? Oui. Du coup, j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans à peu près. C'est suite au confinement. Bon, là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Au début, c'était vu que c'était à cause des humeurs, je comprenais pas ce qui allait pas. Je croyais que j'étais bipolaire. Du coup, parce que c'est le seul trouble que je connaissais. Voilà. Et du coup, j'ai regardé sur Internet. Et j'ai trouvé un psychiatre spécialisé dans les troubles de l'humeur. Et j'ai pris rendez-vous. Et quand on s'est vu, je pense qu'au bout de 10-15 minutes, il m'a dit « Et du coup, tu connais le trouble borderline ?» Et voilà, du coup, il a très très vite diagnostiqué et ça m'a rassurée. Enfin, je me suis dit « D'accord, j'ai quelque chose, en fait, je suis pas folle et je suis pas toute seule. » Et ben maintenant, on va voir ce que c'est, on va voir ce qu'on peut faire avec. Oui, complètement. Midi Tips. Qu'est-ce que le trouble borderline ? C'est un trouble de la personnalité marqué par une instabilité globale, notamment dans les domaines affectif, social, familial et professionnel, avec une dimension abandonnique marquée. L'impulsivité et l'auto-agressivité sont fréquents dans ce trouble. Il peut aussi y avoir une grande perturbation et fluctuation dans la qualité des relations interpersonnelles. Souvent, elles vont idéaliser ou rejeter leur entourage. Le traitement s'apparente à une prise en charge globale avec la prise de conscience du fonctionnement de ce trouble, mais aussi il faut traiter toutes les comorbidités. Cela peut être des addictions, des troubles du comportement ou aussi des états dépressifs. Ces traitements peuvent s'appuyer sur des psychothérapies et une aide médicamenteuse anti-impulsive. La différence avec un trouble bipolaire, c'est que les fluctuations de l'humeur dans le trouble borderline sont constantes, alors que pour un trouble bipolaire, ce sont plutôt des phases. Alors, on voit que lui, du coup, il a pu le diagnostiquer très vite. Pour prendre le rendez-vous, c'est toi toute seule qui t'es décidée ou est-ce que tu as été accompagnée dans cette démarche ? J'ai appelé toute seule. C'est moi qui l'ai fait toute seule parce que je me suis dit, il y a vraiment un truc qui va pas. Et ça me fait souffrir et je vois bien que ça fait souffrir mon copain aussi parce que j'étais confinée avec lui et je veux comprendre ce qui va pas. Et c'était quoi qui allait pas ? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en avant que tu trouvais étrange ou en tout cas compliqué à vivre ? En fait, je suivais les cours pendant le confinement, donc les cours à distance. Et tous les 3 jours, je pouvais pas me lever du lit, je pouvais rien faire, j'avais envie de rien. Vraiment, je regardais le plafond, le mur, et mon copain il me disait mais qu'est-ce que t'as en fait ? Parce que je voulais rien faire et donc il me forçait un peu à faire du sport, mais gentiment il essayait de me motiver. Et moi je savais pas ce que j'avais juste envie de rien faire. Ou alors au contraire, il y avait des jours où je sais pas comment expliquer, mais je voyais bien qu'au niveau des émotions ça allait pas. Et à ce moment-là de ma vie, je pensais que c'était mes humeurs qui allaient pas. C'est pour ça que je m'étais renseignée sur le trouble bipolaire, parce que je pensais que j'avais un trouble de l'humeur. D'accord. Et je l'ai pensé pendant encore très longtemps. Et il y a que1 an, je pense que j'ai compris ce que j'avais vraiment, que c'était un trouble émotionnel et un trouble de la personnalité, et pas un trouble des humeurs. Et pourquoi en fait on confond autant les deux avec tes mots et avec ce que toi t'as compris ? Qu'est-ce qui fait la différence entre ton trouble de personnalité et le trouble bipolaire qui ont des symptômes en fait assez proches par rapport au trouble de l'humeur ? Ce qui fait, c'est que, enfin, pour mon cas, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je sais, c'est que les phases dépressives et euphoriques, je sais pas trop comment les appeler, moi je les appelle les up and down.
Et ben j'ai l'impression qu'elle dure moins longtemps, enfin ça c'est sûr, parce que moi c'est plus quelques heures à 2-3 jours, mais ça va rarement au-delà de 3-4 jours. Et au niveau de la phase dépressive, je sais que c'est très très intense, mais la phase up, c'est pas aussi intense qu'une phase maniaque qui se traduit dans la bipolarité. Je le vois bien en ayant vu plusieurs témoignages, c'est pas aussi intense. C'est quand même handicapant, à la fois cool et à la fois pas cool, mais voilà, c'est la différence principale, je dirais. Tu te sens comment du coup durant ces moments up, comme tu dis? En vrai, c'est très cool. Alors, on va pas se mentir, je dirais que si je pouvais avoir que ça serait trop bien, mais c'est pas vrai parce que c'est fatigant. Et donc vraiment, la plupart du temps, si je dors pas beaucoup, souvent je le sens quand je me réveille entre 4 et 6 heures du matin, je suis là, ok, c'est parti. Et je vois bien que j'ai tous mes sens qui sont éveillés, j'ai des yeux qui sont grands, ouverts, je parle fort, je parle vite, j'ai plein d'idées à la minute. Je fais plein de choses, je mets la musique à fond. Souvent, c'est là que je commence à créer des projets où j'envoie des candidatures. Ça m'arrive plusieurs fois de recevoir des mails de candidatures, d'entreprises qui m'ont répondu oui, suite à votre candidature. Et je suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait déjà? Et en fait, c'était en phase up, j'ai envoyé plein de trucs pour plein de projets. J'avais fait des demandes de subvention dans ma ville pour un projet que j'avais fait, mais il était minuit, je crois. Et voilà, des fois c'est un peu bizarre. Je me prends des nouvelles passions. Et là, ça paraît bien sur le papier, mais en fait, c'est pas cool parce que déjà, c'est fatigant. Et plus c'est haut, plus la chute va être grande. Plus après, je sais qu'il va y avoir une phase down qui va pas être cool du tout. Mais dans ce moment-là, je suis très sociable. Donc c'est assez cool parce que je vois bien que j'envoie à tous mes potes, ouais, tu fais quoi ce soir, trucs comme ça. J'envoie des messages, je prévois plein de trucs. Et après, je prévois des trucs sur 3 jours. Et 3 jours plus tard, si je suis en phase down et que je me retrouve, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je dois annuler parce que je me sens pas bien, je peux pas sortir du lit. Et voilà. Et à l'inverse, dans la phase down, il y a aussi des symptômes. Enfin, j'ai retrouvé un peu un pattern en fait. Comment dire? Dans la phase down, je suis très très fatiguée. Je dors beaucoup parce qu'il y a aussi un sommeil refuge. Dans ces moments-là, je suis au ralenti clairement. J'ai même une faiblesse musculaire. Je peux pas forcément sortir de chez moi. On va pas se leurrer, se doucher va pas être ma priorité dans ces moments-là. Hein. Je fais pas grand-chose. Ma playlist Spotify est pas forcément positive. Et j'ai les yeux, j'arrive pas à les ouvrir en grand. D'accord. Ouais, c'est ma mère qui me l'a fait remarquer. Je pleure beaucoup et j'ai des idées pas très cool, quoi. Parce que je me dis que que je fais du mal à tout le monde, que je suis nulle, que les gens seraient mieux sans moi parce que je vais faire du mal à tous ceux que j'aime. Une image de moi pas très positive. À l'inverse, là où dans la phase up, là, en vrai, ça m'arrive de me regarder dans le miroir quand je suis en phase up et je suis en mode waouh, mais t'es trop belle, let's go! Et en vrai, ouais, ça arrive. Des fois, je suis en mode mais waouh, trop bien, on va faire tout ça, t'es la reine du monde, tu veux pas être présidente? En vrai, c'est un peu bizarre. Des fois, je prends du recul, je me dis mais pourquoi tu penses ça? Et tout. Et ça veut dire que pour toi, au quotidien, t'es soit dans une phase, soit dans l'autre, ou il y a aussi des jours où c'est plutôt neutre? Il y a des jours où c'est plutôt neutre, ouais. Il y a des jours où c'est un peu calme. Il y a des jours où c'est vide dans ma tête, dans mon cœur. Je suis pas triste. Je suis un peu mélancolique, mais c'est juste, je ressens rien. Il y a rien qui m'intéresse. C'est vide. J'ai même pas l'impression d'exister, que les autres existent. Je réponds pas aux messages parce que ça a pas de sens, ça a pas d'intérêt. Je sais pas.
Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres symptômes que tu as pu observer ou que le médecin t'a mis en avant? Oui, oui, il y a du coup euh, il y a des dissociations. Ok. Ça, j'ai découvert ça il y a... Enfin, quand je dis il y a pas longtemps, c'est il y a 1 an. Je savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que... je savais pas que c'était quelque chose qui avait un nom. Donc, je sais qu'il y a plusieurs sortes de dissociations. Et en me renseignant, j'ai vu que moi, j'avais les dépersonnalisations et déréalisations. Mhm. C'est hyper étrange. Je sais pas comment encore bien le définir, mais quand ça m'arrive souvent quand je suis dehors. Enfin, ça m'arrive après un coup de stress surtout. D'accord. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui se protège parce qu'il y a un coup de stress et il sait pas quoi faire. Du coup, il met tout un peu au ralenti. Et moi, la déréalisation, comment je la vois, enfin, comment je la vois sur moi, c'est. Donc, comment dire c'est un peu bizarre, mais le monde me semble flou et irréel, enfin pas existant, un peu comme si j'étais dans un jeu vidéo où les sons sont soit trop forts, soit floutés. Et j'ai l'impression d'être dans l'espace, quoi. Et j'ai l'impression de pas exister ou de me regarder faire les choses machinalement. Si je suis en train de marcher, j'ai l'impression que mes jambes avancent toutes seules et que je suis d'en haut et que je me regarde marcher, faire les choses. Et très souvent, je le regarde dans le vide. Un peu flippant. Ma mère, elle me dit que c'est un peu flippant. Et tu arrives à sortir de cet état ou c'est à la longue en fait? J'arrive à sortir. Des fois, ça dure quand ça dure parce que c'est fatigant. Quand ça dure 1 heure ou deux, c'est assez épuisant. Je sais que pour des personnes, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, moi, ça dure rarement. Enfin, c'est déjà arrivé quand j'étais avec des gens et que je devais tenir une conversation. Là, c'était terrible. Mm. Parce que j'arrivais pas à parler. J'avais les muscles tout mous. Et Et donc ça, c'était la déréalisation. Et la ouais. dépersonnalisation, du coup, c'est un peu plus différent. Moi, comment je le vis, c'est plus centré sur moi-même. En fait, ouais, j'ai l'impression. Ah, c'est un peu bizarre, mais je me regarde dans le miroir et j'ai pas l'impression de me reconnaître, de voir qui. J'ai pas l'impression que c'est moi. Ou alors sur les photos, j'ai l'impression que c'est une pote qui m'a raconté D'accord. sa vie. Et une bonne pote que je connais bien. Je me reconnais pas forcément et ouais, je sais pas. Et est-ce que des fois, tu as l'impression du coup que tu te sens en dehors de ton corps? Ouais, la Ok. plupart du temps, c'est ça. En dehors de mon corps, de moi, j'ai l'impression de flotter un peu, d'être en transport. Enfin, je sais pas. Hmm. Je sais pas comment expliquer. Non, non, pas de souci. Donc du coup, donc, selon ce que toi t'as compris, et selon surtout ta personne à toi, parce que pour chaque personne, les symptômes sont pas forcément les mêmes, mais du coup, il y a une variation de l'humeur assez importante. Mm. T'as de la déréalisation, des personnalisations, et il y a le sentiment du vide aussi, je crois, c'est ça? Oui, c'est un peu chronique, c'est un peu tout le temps. C'est dur à expliquer, c'est plus facile à dessiner. C'est comme Ah oui. un trou. Un trou dans la poitrine au niveau du cœur. Et comme si ma vie n'avait pas de sens, mais pas que ma vie, que si la vie en général n'avait pas de sens, ce qui est un peu le cas. Mm. Enfin, voilà, c'est tout ça, quoi. Tout ce qui est... Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Je... Et c'est à la fois cool, parce que... Enfin, c'est à la fois rien n'a de sens, mais du coup, si rien n'a de sens, tout a un sens. Ah, c'est ce genre de truc. Ouais, je comprends. Et pour bien l'expliquer, c'est un sentiment que ton entourage pourra dire n'importe quoi, des compliments, etc. C'est un sentiment qui restera malgré tout. Peut-être que ça peut te faire Oui. du bien, mais ça fait partie des symptômes où malheureusement c'est quelque chose qui reste de façon quotidienne en fait, c'est ça. Ouais, c'est permanent, c'est ancré, c'est à l'intérieur. Il y a des jours où c'est plus présent que d'autres. Et c'est quelque chose, je sais que j'en ai parlé avec des gens et je crois que si on l'a pas vécu, on peut pas comprendre parce que c'est un peu bizarre de se dire ouais, je me sens vide.
non, en soi, je suis pas vide, mais vide de tout, vide de sens, vide d'émotions. Et à la fois, parfois, je suis vide d'émotions, mais j'en ressens plein et je suis pleine. Enfin, c'est un peu bizarre cette Je étape. comprends. Mais du coup, pour aussi ne pas inquiéter les gens, c'est pas parce que toi tu dis que tu te sens vide qu'il faut forcément rejoindre ça en état dépressif ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que c'est vraiment différent dans ton cas à toi, en tout cas dans le trouble borderline, où ce sentiment de vide ne veut pas dire qu'on se sent triste ou qu'on se sent Oui. en dépression en fait. Ah oui, c'est une Mm. sorte... Pour moi, c'est une autre phase. Enfin, c'est autre chose. Ok. C'est pas... je suis pas forcément triste dans ces moments-là. C'est vraiment vide. C'est vraiment... rien ne m'anime, en fait. Et souvent, du coup, je suis à la recherche de quelque chose qui va me sortir de cet état-là et qui va me faire me sentir vivante, en fait. Et c'est souvent dans ces moments-là, bon là moins aujourd'hui à l'heure actuelle, mais surtout quand j'étais plus jeune, où il y avait l'impulsivité qui était D'accord. très présente, qui fait partie du trouble borderline. Mm. Une impulsivité, des conduites parfois dangereuses ou tout ce qui est... Est-ce que c'était dirigé comme de la colère contre quelqu'un ou tu sentais que tes émotions se géraient pas ou juste non. Ok. Non, c'est pour l'impulsivité qui est très présente dans le trouble borderline. J'ai jamais vraiment réussi à m'identifier au témoignage parce que la mienne se caractérise par une impulsivité retournée contre moi et non contre les autres. En fait, je montre jamais ma colère, je serai jamais agressive verbalement ni physiquement. Enfin, j'espère que je serai jamais, mais en tout cas, je l'ai jamais été pour l'instant parce que déjà, j'arrive pas à sortir ma colère. Et absolument pas sur quelqu'un d'autre qui n'a rien fait. Mais du coup, la plupart du temps, même tout le temps, je la dirige contre moi. Et avant, quand j'étais plus jeune, je me faisais du mal. Mm. Donc je me scarifiais, j'ai beaucoup de cicatrices. Maintenant, c'est plus avec des crises de boulimie. Voilà. C'est comme ça que je calme les émotions quand je suis en colère. Mini tips. Qu'est-ce que la boulimie ? La boulimie est une maladie parmi les TCA marquée par un apport conséquent d'alimentation, suite à une grande culpabilité et souffrance psychique, souvent associée à des comportements vomitifs. Le TCA signifie trouble du comportement alimentaire, incluant une perturbation pathologique de l'alimentation, soit une restriction ou une augmentation de l'alimentation en général. Un des symptômes principaux est la dysmorphophobie. Cela est caractérisé par une préoccupation concernant des défauts perçus de l'apparence physique qui ne sont pas apparents ou apparaissent légers à d'autres personnes. La dimension psychiatrique est très importante, mais les complications somatiques sont primordiales à rechercher et traiter, surtout pour la sphère ionique, dentaire ou cardiologique. Pour ce trouble, il y a une prédominance féminine. Et du coup, on m'avait dit, et c'était une patiente qui m'avait dit qu'il y avait plusieurs, enfin pas plusieurs catégories, mais il y avait différents... On peut dire plusieurs types de Ouais, ok. troubles borderline. Oui, il y a plusieurs types de troubles borderline et qu'il y en avait un qui s'appelait le borderline silencieux, qui n'exprime pas, enfin qui ne montre pas vraiment de colère. En tout cas, c'est pas flagrant et c'est vrai que je sais que dans le cinéma, même s'il n'y en a pas beaucoup, ou dans les livres, ou dans les manuels, la personne qui a un trouble borderline est souvent décrite comme agressive physiquement, verbalement, manipulatrice et qui peut jeter des assiettes et faire du mal. Et moi, je me suis jamais reconnue là-dedans parce que la seule personne à qui je vais faire du mal, c'est moi et c'est inconscient. Donc ouais, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais de la colère. Je pensais pas du tout que j'en avais. Et je sais que c'est un des critères du diagnostic, d'avoir une grande colère. Et j'étais là, non, j'ai pas ça, moi. Et en fait, j'ai compris que j'en avais tout le temps. Mais rien peut me faire péter un plomb. Mais pas me mettre en colère, péter un plomb. Ouais, je comprends. Mais dans ma tête. Et j'arrive pas à la sortir, cette colère. Et je pense que c'est dommage. Enfin, il faudrait qu'elle sorte, mais pas de manière néfaste. Pas contre moi, pas contre les autres. Je sais pas encore comment la faire sortir.
Tu trouveras peut-être, mais ouais, t'as pas encore trouvé une activité ou quelque chose qui Non. te permet de l'extérioriser. Non, j'ai du mal. Bon, ça viendra peut-être. Mm. Est-ce que le diagnostic, du coup, ça t'a aidé à pouvoir te reconnaître quand même dans, du coup, un nom, une pathologie, et que est-ce que ça a été un soulagement pour toi d'avoir un diagnostic? Complètement, parce que déjà, je savais pas ce que c'était, ce trouble. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, d'accord, je suis pas folle, je suis juste malade. Et je suis pas forcément une mauvaise personne, en fait. J'ai juste un trouble. Enfin, j'ai un trouble. Et un trouble de la personnalité. Et ça m'a aidée parce que je me suis dit, mais si j'ai ça, et si il y a une catégorie, s'il y a des critères, c'est qu'il y a d'autres personnes. Et je suis pas seule. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai rencontré des gens. Mais c'est là aussi où je me suis rendu compte que il y avait très peu de témoignages. Et j'ai rien vu. Enfin, dans les films et dans les bouquins un peu mainstream, j'ai jamais rien vu sur ce trouble. Là où j'avais déjà vu sur la bipolarité ou sur la schizophrénie. Et au début, je me sentais très très seule. Quand on m'a posé le diagnostic, enfin, je veux dire, ça m'a aidée. Un peu contradictoire. Oui, mais je vois. Le diagnostic, en fait, ça m'a aidée parce que je me suis dit, ben voilà, que j'ai quelque chose. J'ai compris, j'ai pu mettre un mot sur tout ce que je ressentais. Et par contre, après, quand je l'ai eu et que en soi, quand je suis sortie de chez le médecin, je me suis dit, d'accord, j'ai ça. Mais maintenant, je fais quoi? Parce que je me suis renseignée au fil des années, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y a pas de remède miracle. Et au début, je me suis sentie très très seule parce que je connaissais personne qui avait ce trouble. Je n'en avais jamais entendu parler. Vraiment pas. Et ouais, je me sentais très très seule. Je voyais aucun témoignage, rien. Peut-être que je faisais pas assez de recherches aussi. Et quand j'ai commencé à rencontrer des personnes, notamment des filles, je connais que des filles qui ont le trouble borderline. Quand j'ai commencé à rencontrer des personnes qui l'avaient et j'ai pu discuter avec elles. Et c'était vraiment un soulagement de pouvoir dire « Ah, mais toi aussi, t'as ça? Ah ouais, ah, t'as vu, ça c'est trop chiant quand on a ça. » Et je me suis sentie beaucoup moins seule, pas jugée du tout, comprise. J'avais une étiquette, mais pas dans le mauvais sens, pas Ah, je suis ça, mais plus... ça faisait un peu communauté, mais pas négatif, plus de l'entraide, plus on se soutient, plus je capte, je vois ce que c'est, t'inquiète, je vais pas juger. Enfin, quelqu'un qui comprend réellement ce que tu vis parce que potentiellement vit la même chose. Ouais, c'est Et ça. je pense que ça permet aussi de se dire, au moins, elle me juge pas et c'est un soulagement aussi, je pense. Bah ouais, la personne, elle comprend que elle sait ce que c'est de ne pas pouvoir se lever le matin, que de se faire du mal, que tout quoi. T'as encore ces personnes autour de toi à l'heure d'aujourd'hui? Oui, j'ai quelques contacts, oui. Ok. Et donc du coup, le diagnostic, il s'est posé en quelle année? En 2020. Ok. Donc du coup, là on est en 2023. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer avec du recul maintenant ton évolution ces 3 dernières années? Est-ce que tu as l'impression que d'avoir le diagnostic, ça t'a aidé du coup à pouvoir bien évoluer et savoir mieux anticiper ces moments de up ou de down? Ou à l'inverse, tu l'as su mais en fait tu t'es un peu senti envahi? Comment toi tu pourrais expliquer ces 3 dernières années? Je dirais qu'au début, je pense que je me suis sentie un peu envahie. Puis après, j'ai commencé à me renseigner, à lire des bouquins. Pas beaucoup non plus, mais à essayer de comprendre. Et ce qui fait que maintenant, je suis arrivée à un niveau où quand j'ai par exemple une phase down, je le sens. Je le vois, je dis ok, j'ai déjà les premiers symptômes qui arrivent, je sais les reconnaître. Je sais pas toujours pourquoi, parce que parfois il n'y a pas de cause. Je sais ce qui va se passer, je sais comment faire pour un peu atténuer. Enfin, je sais que là, je peux pas me lever, je sais que je peux pas travailler, je sais que je peux voir personne. Il y a
Mais je suis aussi je suis arrivée à ce moment où je sais les choses, mais ok, j'ai le savoir, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? J'ai du mal à agir. Par exemple, c'est un exemple, j'ai un bouquin sur le trouble borderline qui explique dans une partie, et dans la deuxième partie, qui propose des exercices à la maison que je n'ai jamais fait. Que j'ai lu toute la première partie. J'ai du mal à faire des exercices, oui, je sais pas comment expliquer. Parce que ça te paraît trop dur ou c'est une part que du coup tu ne veux pas affronter? Je pense qu'il y a des jours où je me dis que ça me paraît insurmontable. Il y a des jours où aussi je me dis j'abandonne. J'arrête de me battre parce que c'est trop dur. Je fais plus rien. Et des fois j'ai l'impression que j'ai pas la force. Des fois j'ai l'impression que je me trouve des excuses aussi parce que finalement je vais rester dedans. Je saurais pas dire. Ok. Mais t'arrives quand même à t'analyser, à te faire une auto-analyse en fait. Enfin, Ouais. j'ai quand même l'impression que t'es dans une introspection où tu ressens assez vite comment tu te sens et du coup tu peux anticiper ta journée ou en tout cas les heures qui vont suivre pour savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'aider. Enfin, par exemple, j'ai l'impression que si tu sais dès le matin que ça va pas aller, bon bah tu vas dire ok, journée off et je vais prendre le temps pour moi. Est-ce que tu peux te permettre ça d'ailleurs? Ou est-ce que tu as des obligations où tu es obligé de te forcer un peu à faire des choses? J'ai quelques obligations parce qu'au niveau du travail, donc j'ai terminé mes études et je suis en freelance, donc ça me permet d'avoir un rythme plus soft et de pouvoir travailler quand je dirais quand je veux, mais c'est plutôt quand je peux en fait. Je peux anticiper certaines choses, mais parfois, c'est même souvent ça en fait, ça va très bien le matin. Et puis après, à partir de midi, 13h, ça commence un peu à dégringoler. Donc c'est plus souvent le matin ça va et le soir ça va moins bien. Donc j'ai du mal quand même toujours à anticiper. Et je me souviens d'un exemple qui est assez concret. Pour moi, représente bien une journée type. C'est mes parents habitent tout près de chez moi. J'habite seule. Et j'étais allée chez eux le matin pour les voir ou apporter du linge ou quelque chose comme ça. Et j'étais en phase up en fait. Et du coup c'était super, je parlais vite, je parlais fort. Et ma mère me l'a fait remarquer en fait, parce que c'est elle souvent qui me fait remarquer, mais pas méchamment, mais qui me dit ah ouais toi t'es en phase up. Je dis ah je sais maman. Et ensuite je suis repartie, je pense 30-40 minutes plus tard. Et au fil de la journée ça s'est détérioré assez sévèrement. J'étais vraiment mal. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais dans un état trop bizarre. À tel point que je suis retournée chez eux parce que je savais pas quoi faire et j'avais peur de faire quelque chose de pas cool. J'avais peur de me faire du mal. Et je suis retournée les voir et ma mère justement n'était pas disponible. Et c'est mon père et il était complètement chamboulé parce qu'il me dit mais je comprends pas, ce matin t'étais très bien et là t'es en pleurs, t'es en panique, tu trembles. Et c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Et ce qui est super c'est que il n'a pas forcément compris, mais il a été là. Il a été là, il m'a pris dans ses bras, on s'est posé et il m'a dit, il m'a fait rire avec une blague. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça parfois. Il y a des journées où c'est un peu comme ça. Donc j'ai du mal à anticiper quand même. Mais je sais par exemple le matin, si j'ai envie de rien, je vais essayer de... Enfin, si je sais que je peux pas sortir du lit, je vais pas me... Enfin, si, je vais culpabiliser, mais je vais pas non plus me flageller. Enfin, je sais que... ça dépend pas de toi, en fait. Enfin, pendant longtemps, je me disais, mais t'es faible. Pourquoi t'arrives pas à te lever le matin comme tout le monde? Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et après, je me dis, mais t'es malade. C'est ça aussi. T'as pas choisi. C'est indépendamment de ta volonté. Et c'est handicapant. Et on s'est pas posé la question, mais est-ce qu'on t'avait proposé des médicaments d'ailleurs pour essayer de stabiliser un petit peu ces variations d'humeur ou autres? Oui, donc j'ai un traitement. En fait, j'ai eu
à mon traitement de régulateur d'humeur. Donc j'ai du Lamictal. D'accord. Mini tips. Qu'est-ce qu'un traitement régulateur d'humeur ? Comme indiqué dans son nom, ce traitement permet de réguler l'humeur. Ainsi, il limite les creux de l'humeur et les élévations trop importantes de l'humeur. Je l'ai eu avant même d'avoir le diagnostic. Ah oui, Parce que d'accord. j'ai eu différents psychiatres et j'en ai eu en 2017. Ouais, 2017. J'étais hospitalisée donc, de 2016-2017 chez les adolescents, en fait, dans une unité dans ma ville. Et la psychiatre qui a continué à me suivre après les hospitalisations m'avait donné du Lamictal. Mini tips. Qu'est-ce que le Lamictal ? C'est un traitement antiépileptique ayant des effets positifs dans la prévention de la dépression, dans les troubles de l'humeur. Mais moi, à cette époque-là, je ne posais pas de questions sur mes médicaments. Et donc, il n'y a que après que j'ai compris que j'avais un régulateur d'humeur et que j'ai compris ce que c'était vraiment. Et donc, oui, j'ai un antidépresseur, un régulateur d'humeur et des anxiolytiques. D'accord. Et est-ce que tu sens que ça t'aide au quotidien ? Vu qu'en fait, le régulateur d'humeur dans ma tête, je l'ai toujours eu en fait. Donc je me dis, qu'est-ce que ça doit être sans ça alors ? Si c'est déjà la catastrophe parfois avec, qu'est-ce que ça doit être sans ? Et je pense que ça m'aide, oui. Ok. Et à l'heure actuelle, comment tu te sens ? Ça dépend beaucoup des jours. Ça fluctue vachement. C'est un peu la découverte en fait. C'est un peu... J'allais dire c'est un peu au jour le jour, mais c'est même pas ça, parce que c'est un peu minute par minute. Parce que j'ai quelques bases solides, mais au niveau du travail c'est compliqué, et ça c'est un des aspects qui m'angoisse. Je me dis, est-ce qu'un jour je vais réussir à travailler normalement ? Enfin normalement, comme une personne qui n'a pas de troubles, parce que là, être salarié, travailler un temps plein, un CDI à temps plein, ça me paraît mais inconcevable. Parce que déjà, les études, j'ai fait 3 ans. Et en fait, je me souvenais pas qu'en fait, j'avais raté plein de cours. Plein de cours, je suis pas allée parce que je pouvais pas me lever le matin et je m'en souvenais pas. Et c'était des études où c'était assez... Enfin, c'était pas la prépa, quoi. C'était une école. Et j'avais cours soit que le matin, soit que l'après-midi. Après, en 3e année, j'ai fait une alternance, plus des cours toute la journée, donc c'était plus soutenu. Et durant mon alternance, il y a eu des arrêts maladie, il y a eu des jours où je ne pouvais pas travailler. Et heureusement, l'entreprise a compris ça. Mais je vois bien que là ça serait pas possible, en fait. Et dans ton entreprise, elle est au courant que tu as un trouble borderline ? Tu leur as expliqué ou tu as préféré garder ça pour toi ? Quand j'étais en alternance, j'en ai... C'est compliqué. Je pense que le patron a compris, enfin savait qu'il y avait un truc, parce que déjà je travaillais 1 an, donc je travaillais plusieurs fois avec lui, et l'été j'ai beaucoup de cicatrices sur les bras, donc la personne a compris ce que c'était. Et j'avais expliqué un peu que j'avais des problèmes de santé, mais qui m'empêchaient de travailler parfois certains jours. Mais j'ai jamais parlé du trouble proprement parlé. J'évoque plus ça comme des problèmes de santé qui font que je dois aller voir le médecin ou que je dois aller à l'hôpital, et qui font que ça m'empêche de travailler. D'accord. Parce que comme ça peut laisser penser que c'est physique. Parce que dans ma tête, ça passe mieux d'avoir une maladie physique que d'avoir une maladie mentale. Je comprends. L'étiquette psy... Ouais, c'est encore dur. Ok. Et du coup, donc là, maintenant que tu travailles, donc tu dis qu'un CDI, ça te paraît insurmontable. Du coup, tu préfères avoir quoi comme type de contrat ? Est-ce que tu as un contrat là, à l'heure actuelle, ou du coup, tu es en auto-entreprise ? Je suis en auto-entreprise, Ok, ouais. d'accord. Et tu travailles en collaboration avec d'autres personnes ou tu es toute seule ? Je suis toute seule. J'ai des clients. Ok, Donc je travaille toute seule.
Et c'est pareil, est-ce que tu as eu des difficultés du coup avec les clients du fait que peut-être il y ait des... Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais peut-être que tu as mis plus de longueur pour répondre à des demandes ou quoi Ouais. que ce soit. Ouais, je m'en veux beaucoup là-dessus. Il y a des fois où je mets plus de temps à répondre parce que là, je me dis, mais c'est impossible pour moi de travailler. Et c'est pas que... Oui, c'est pas que je veux pas. C'est vraiment, ouvrir mon ordi est impossible. L'idée m'angoisse tellement et ça me fait pleurer, et je m'en veux et je culpabilise toute la journée. Mais c'est impossible. Ça me paraît être une montagne d'ouvrir mon ordi. Et j'ai pas eu de gros désaccords pour le moment. Mais je sais que vu que je fais... Si je suis pas bien, vu que j'ai un métier créatif, si je suis pas bien, c'est très dur pour moi d'avoir des idées créatives. Et à l'inverse, quand je suis bien, ça peut fuser, ça peut être cool. Et donc quand on me demande de faire un truc et que je suis pas bien, et que c'est dans le rush, et que j'ai aucune idée, même aucune force physique pour rien que pour cliquer avec une souris, hein, bah, c'est assez compliqué. J'aimerais que la personne comprenne, mais sans que je lui dise. J'ai trop peur de lui dire. Mais ça me soulagerait tellement qu'elle me dise ah mais d'accord, je comprends parce que t'as ça. Ça m'enlèverait un poids en fait. Parce que vu que c'est invisible, ça se voit pas. Mais c'est un handicap en vrai. Ah ouais, je comprends. Et ton compagnon que tu avais pendant le Covid, est-ce que c'est le même actuellement ? Oui. Et du coup, est-ce que avec lui, tu arrives à en parler les jours où tu te sens pas bien ? Est-ce que tu arrives à lui exprimer ou comment ça se passe pour vous ? Du coup, ça dépend des fois parce qu'on a été à distance pendant pas mal de temps. Et donc on n'habite pas ensemble. Quand on est ensemble, j'ai du mal à lui en parler. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une partie de moi que j'ai pas envie qu'il voit. J'ai trop honte avec lui, en tout cas. Est-ce qu'il le sait au moins ? Je l'ai jamais dit. En fait, j'ai jamais dit mot pour mot. Je souffre du trouble borderline. D'accord. Je l'ai jamais dit. On n'en parle pas. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur ? Inconsciemment, j'ai très très peur qu'il m'abandonne en fait. D'accord. Mais alors que c'est pas que c'est bête, c'est que si je lui dis, en soi ça va rien changer parce qu'il est toujours là. Enfin, c'est pas Bien un sûr. mot qui va tout changer. Je lui ai annoncé sur le même plan que à l'époque j'avais des crises d'hyperphagie et que j'avais fait des tentatives de suicide. Et en fait pour moi, vu que la tentative de suicide c'était un peu du passé parce que j'ai toujours des idées noires mais ça se fera pas. Je le sais au fond de moi. Et c'était les crises d'hyperphagie à l'époque qui m'atteignaient le plus. Et lui, bah, ça l'a pas du tout. Il n'en avait rien à faire en fait. Il était là, mais je m'en fiche que tu manges 3 yaourts. Tu me dis que tu as essayé de te suicider. J'étais là, oui, mais. Et je crois que je me souviens plus trop. En fait, j'essaie tellement d'éviter, j'ai tellement peur. Et qu'est-ce que toi t'aimerais lui dire ? J'aimerais lui dire que parfois, quand je fais des choses qui lui font du mal, c'est jamais volontaire. On sent qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité. Enfin, j'ai l'impression que tu te renfermes beaucoup de choses et que tu te mets un peu la pression avec lui, alors qu'au final, il a quand même évolué et il t'a accompagné durant ces 5 ans et il est toujours là. Donc, même s'il parle peu, sûrement qu'il doit penser beaucoup de choses aussi, mais la finalité, c'est que vous êtes toujours ensemble. Oui. Il m'apporte beaucoup, c'est sûr. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais s'il est toujours là, c'est que je dois lui apporter des choses. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre, ça. Mais c'est vrai que je culpabilise beaucoup parce que je me dis, mais je vais lui faire du mal, mais il faut qu'il parte en fait, parce que je vais le détruire. Quand je me mets quand je me mets en colère, quand tout d'un coup je sens la colère qui monte en moi, mais que bien sûr je ne montre pas. Enfin, c'est étrange. Que j'ai je sais pas comment expliquer. Parfois, oui, je fais des choses, j'ai l'impression que ça va lui faire tellement de mal que
qu'il vaut mieux que je le laisse tranquille, en fait. Mais en fait, c'est toi toute seule qui t'inflige ce truc-là, quoi. Ah, mais carrément. Carrément, et je l'ai... Ça aussi, je sais que ça fait partie du trouble borderline. Je l'ai idéalisé pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est genre 4 ans et demi sur 5 ans. D'accord. À me dire que ça arrive avec beaucoup de personnes, qu'il n'y avait pas de défaut, qu'il était parfait, et que c'était moi le problème, en fait. Quand il y avait... Parce que j'ai évité énormément le conflit. On se dispute pas. On n'ose jamais la voix. On discute. On a des discussions sérieuses. Mais que j'essaie vraiment d'éviter à chaque fois parce que j'ai trop peur. Je me dis, si je fais quelque chose de mal ou s'il me reproche quelque chose, c'est qu'il peut partir. Alors que c'est pas vrai, il n'y a pas quelqu'un qui part du jour au lendemain alors que ça fait 5 ans. Mais j'ai trop peur de ça, en fait. J'ai peur qu'ils se rendent compte, en fait, à quel point je suis pas faite pour lui et qu'il me quitte. Bon, je pense qu'au bout de 5 ans, il a pu voir qui t'étais quand même au quotidien. Mais ça peut être intéressant de réussir à en parler avec lui. Oui. C'est parce qu'en fait, je suis sa première copine. D'accord. Donc, il y a une partie de moi qui se dit, mais je suis que ce qui... Enfin, il connaît que moi. Le pauvre. Enfin, je veux dire... Donc... Il n'est pas tombé sur la plus simple. C'est ça. C'est ça. Mais après, je sais qu'il y a des côtés du trouble, enfin, pas qui sont bien, mais après, vu que c'est un trouble de la personnalité, il y a des choses, je sais pas si c'est moi, si c'est les troubles, si c'est quelque chose que je copie de quelqu'un, mais par exemple, quand je suis triste, je suis très très triste, mais alors quand je suis heureuse, qu'est-ce que je suis heureuse? Et je peux être heureuse pour des choses... très insignifiante, un coucher de soleil, des vagues, je sais pas, le bruit des oiseaux, des choses comme ça. Et ça, je sais que ça lui apporte beaucoup. Mon petit monde dans ma tête, ou le fait de regarder les nuages, des trucs un peu plus, lui qui est très logique. Pas qu'il est pas sensible ou imaginaire, hein, pas du tout. Mais... je montre beaucoup mon enthousiasme, en fait. D'accord. Par exemple, s'il me dit qu'on va regarder cette série et que c'est une série que j'aime trop, mais je vais sautiller comme une enfant, en fait. Et je sais que ça, c'est le côté un peu drôle, un peu fun. Mais je me dis, est-ce que c'est le trouble? Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est quelque chose que je vais garder? Est-ce que c'est quelque chose que je vais perdre? Est-ce que tu as besoin de autant de réponses? Je crois pas. Parce qu'au final, je sais pas si c'est quelque chose que tu sauras un jour. Parce que comme tu dis, c'est un trouble de la personnalité. Donc réussir à scinder de qu'est-ce qui t'appartient réellement et qu'est-ce qui fait partie du trouble, c'est tellement infime que... Est-ce que c'est vraiment intéressant de se poser autant de questions plutôt que de te laisser vivre? C'est à toi de voir. Mais ça a l'air fatigant, en fait, surtout, quand tu le racontes. Ouais. Bizarrement, c'est plus facile de parler de ça avec des inconnus. D'accord. Ou alors des personnes qui... Par exemple, avec mon copain, j'ai vachement de mal à lui en parler. Parce que j'ai trop peur qu'il me quitte ou qu'il me juge ou des choses comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé de croiser des gens ou des inconnus et de leur expliquer parce qu'ils me demandent. Ou en parler avec des gens comme ça. Ou même avec mes amis, mais je sais qu'ils vont pas me juger. Et quand j'explique, la première chose qu'ils me disent, tous, c'est « Ah, mais ça doit être fatigant. » Et ouais, c'est crevant. En fait, tous ces états, toutes ces pensées, vu qu'au niveau des émotions, tout est décuplé et que ça envahit de la tête aux pieds, c'est fatigant. Ok. Ok, bah c'est hyper intéressant et on voit surtout que pendant 3 années, en fait, chaque jour est un peu une épreuve et qu'on voit que tu évolues au fur et à mesure. En effet, ça a l'air assez fatigant et on te souhaite en tout cas que tu puisses réussir à mieux gérer au quotidien et que tu arrives à trouver des clés pour que tu te sentes mieux.
Est-ce qu'il y a un autre message ou une chose importante dont toi tu voudrais parler avant qu'on finisse l'épisode? Ouais, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai pu voir sur tout ce qui est Instagram ou du peu de temps que j'ai été sur TikTok, que parfois, parce que je faisais des recherches aussi de comptes sur la santé mentale, de comptes bienveillants et tout ça. Et chez les jeunes, en fait, j'ai vu que le trouble, quand on en parle, parfois il est vachement glamourisé, romantisé ou rempli de préjugés. À chaque fois, la personne qui souffre de trouble borderline, elle est agressive, elle est manipulatrice, elle est méchante, elle est toxique. Non. Ou si elle l'est, c'est surtout contre elle-même. Et si elle l'est, c'est absolument pas volontaire. Et c'est vrai que je vois beaucoup à chaque fois le mot toxique. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est hyper culpabilisant pour nous. Enfin, pour moi, j'ai passé des années à me dire, mais je le pense toujours encore, mais je suis vachement toxique pour mes proches, en fait. Et c'est mon psychiatre qui m'avait dit, si tu penses que t'es toxique, c'est que tu l'es pas. Parce que tu te fais la réflexion, tu te demandes et t'essaies de pas l'être, donc c'est que tu l'es pas. Trop bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne phrase. Oui, c'est très bien. Ok, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir bien voulu participer à cet épisode. Et est-ce que tu as un dernier message pour, par exemple, d'autres personnes qui seraient dans la même situation que toi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que ça va aller. Que rien n'est éternel, même la souffrance. Ok. Et ça va aller. Je sais pas, vraiment, prenez soin de vous. Ça ira mieux demain. Parfait, merci. Et prends soin de toi aussi. Merci. C'est donc la fin de ce nouveau épisode du podcast DLM. J'espère que cela vous aura plu et que cet échange vous aura permis de comprendre un peu plus cette thématique. Je tiens à remercier Théotime Sergent pour le montage audio, Emmanuel Ricard pour le graphisme et l'identité visuelle, ainsi que Antea Lovisolo pour la communication. Merci à cette équipe de me suivre dans cette aventure et qui continue à croire en ce projet, ainsi que le centre hospitalier de Libourne qui nous soutient et nous accompagne. La psychiatrie est pour moi tout un monde qui ne mérite qu'à être reconnu. Ce podcast est donc une porte ouverte pour vous, chers auditeurs, à mieux comprendre cet univers. Alors un grand merci à tous ceux qui osent prendre le micro avec moi pour raconter leur parcours. Et si cela intéresse certains de vous les auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, dont la page Instagram danslamaschine.pod et la page Facebook Dans la Machine Podcast. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre ce projet. À bientôt!